BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et puis bien entendu, si vous avez manqué une partie de l'émission, les replays, les podcasts sur le site de BFM Business. On va parler de quoi ce soir? Bien, on va démarrer tout de suite avec cette nouvelle loi en Californie où il n'y a pas que l'Europe à faire des lois, la Californie aussi pour rendre l'IA plus transparente. On va essayer de décrypter un peu tout ce que veut faire cette loi auprès des géants de l'IA. Géant de l'IA, on en parle aussi avec OpenAI. OpenAI qui, figurez-vous, veut sortir une version de TikTok, mais une version un peu différente puisque ce ne seraient pas des influenceurs humains qui alimenteraient ce réseau, ce seraient des IA. Donc voilà, ça va changer quand même pas mal de choses. Et puis en deuxième partie d'émission, dans la dernière demi-heure, tiens, vous savez, si vous courez, vous avez certainement devez changer vos chaussures régulièrement. Eh bien, Moventa, ils ont créé un petit capteur que l'on met dans ses chaussures de running pour savoir exactement le niveau d'usure. Je peux vous dire que les runners vont être ravis. Allez, restez avec nous, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, c'est parti. Tech & Co, la quotidienne. Le débrief de la tech. Voilà, et le débrief de la tech, on le démarre tout de suite avec nos experts. Ils sont là, en forme. Enguerrand Renaud, bonsoir. Enguerrand. Salut. Consultant chez Image 7 et ancien journaliste au Figaro, évidemment, qui suit tous ces sujets longtemps dans les médias, mais aussi beaucoup, évidemment, sur la tech. Avec nous également Clément David. Bonsoir Clément. Salut. Président de Theodo Cloud. On a plein de sujets pour toi ce soir. Je suis très content. On est content que tu sois là parce qu'on va te faire réagir sur pas mal de choses. La souveraineté, on en parlera aussi. Et puis notre troisième débriefeur, Michel Lévy-Provençal. Bonsoir Michel. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous. Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. En ce moment, les TEDx, on en est où dans les préparations? Prochain événement, le 10 février 2026 au Grand Rex. Et le thème, tu le connais déjà? Oui, danser les ombres du monde. Donc on va essayer, c'est toujours très poétique, mais on va essayer de voir quels sont les aspects positifs de la période, identifier aussi quelques clés pour essayer de naviguer dans cette incertitude et dans les crises que l'on vit de plus en plus, toujours avec cette touche d'optimisme à TEDx. Et puis un papier très intéressant dans la news, on peut le retrouver sur le site? Oui, on peut retrouver le papier que tu évoques sur la fatigue IA sur mikan.com, sur mon site web, mes chroniques toutes les semaines. Voilà, fatigue IA où on apprend, ça nous force à réfléchir en disant voilà, l'IA nous fait devenir paresseux. Et donc on va, je vous conseille cet article très intéressant. Allez, plusieurs sujets. La loi en Californie qui veut imposer des obligations de transparence au secteur de l'IA. On va parler aussi de la maison mère de ChatGPT, OpenAI, qui ne devrait générer que 4,3 milliards de dollars de revenus au premier semestre. C'est beaucoup, mais c'est peu quand même quand on sait que cette entreprise engloutit des dizaines de milliards et est encore en train de lever plus de 500 milliards. Et puis, on parlera aussi toujours d'OpenAI qui voudrait cloner TikTok avec de l'IA. Alors messieurs, allons-y, lançons-nous. Sur l'IA à la Californie, c'est une nouvelle loi qui impose la transparence aux géants de l'IA de la Silicon Valley. Un texte inédit qui oblige les entreprises à rendre public leur protocole de sécurité, à signaler les incidents. On écoute ce que nous en dit Erwan Maurice et on en parle juste après. Contre toute attente, c'est passé. Pourtant, les géants de la tech étaient jusqu'ici hostiles à une réglementation qui viendrait freiner leur capacité à innover. Une partie de la Silicon Valley avait l'an dernier fait pression pour bloquer une version précédente du texte. En étant remanié, il obtient cette fois-ci l'adhésion nécessaire. Désormais, les entreprises d'IA sont tenues de rendre public leur protocole de sécurité et de signaler les incidents graves dans un délai de 15 jours. Exemple, il y a quelques mois, une version de ChatGPT acceptait d'aider ses utilisateurs à concevoir des armes chimique. OpenAI avait corrigé son modèle pour rendre cela impossible, mais si son IA venait à déjouer les protocoles de contrôle, l'entreprise serait alors dans l'obligation de le faire savoir publiquement. Ce texte, qui institue aussi la protection des lanceurs d'alerte, vient renforcer des engagements déjà pris par plusieurs groupes technologiques, une étape importante en Californie, mais encore anecdotique à l'échelle des États-Unis, Donald Trump voulant limiter une régulation fédérale qui entraverait la compétitivité américaine face à la Chine. Alors Michel Lévy-Provençal, on va commencer avec toi. C'est vrai que la Californie nous avait déjà un peu habitués à des lois. Ils avaient un dérivé du RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles. Là,
une loi sur l'IA. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce qu'on sait que Donald Trump, il est un peu contre toutes ces lois, hein, lui. Alors oui, bien sûr. Il est pour une dérégulation massive. C'est vrai que les géants de la Silicon Valley voyaient cette loi comme étant plutôt un frein. En même temps, peut-être qu'il faut nuancer. L'année dernière, ils avaient déjà essayé de passer une loi qui avait été retoquée. Cette année, en effet, elle est passée. Mais pourquoi j'essaie de nuancer? Parce qu'en réalité, elle est beaucoup moins contraignante qu'on ne peut le penser. Par exemple, ce n'est pas une loi qui impose un audit a priori sur les modèles, pour les algorithmes, vérifier leur transparence. C'est une loi qui intervient a posteriori en cas de problème. C'est-à-dire que les acteurs doivent pouvoir montrer comment fonctionnent les algorithmes, donner des gages sur leur transparence en cas de problème. Ça reste quand même un frein. Ça veut dire qu'en cas de problème, il faut que quelqu'un dépose plainte déjà. Alors, voilà, faut qu'il y ait un incident. Il faut qu'il y ait une procédure et il faut ensuite aussi que les entreprises aient pris en compte les conditions pour pouvoir donner accès à cette transparence. Ça reste quand même un frein. C'est-à-dire que toute régulation, évidemment, va limiter l'innovation, et en particulier pour les petits acteurs. C'est-à-dire que les très gros acteurs, les géants, ont les moyens, finalement, de répondre à ces enjeux. Moins les startups, moins les petits acteurs. Donc ça reste un frein, mais ça reste quand même aussi un frein assez léger par rapport aux lois ou à la régulation qu'on a en Europe. Hein. Alors cette transparence, Clément. Ouais, après, il me semble que justement, il y avait une loi fédérale qui était SB 1047 ou quelque chose comme ça, qui concernait tout le monde, et que cette loi-là californienne a justement fait le choix de préserver les petits acteurs et de dire c'est qu'à partir d'1 million d'utilisateurs mensuels. Elle a été mise en veto, celle-ci, en 2024. Hein. Elle n'est pas passée, oui. Ouais, et justement là, ça devrait... 53. Exactement. Ouais. Et donc normalement, là, les petits acteurs devraient être moins concernés. Ils sont moins concernés. Donc en dessous d'1 million d'utilisateurs mensuels, normalement, ça ne te concerne pas. Donc les tout petits, parce qu'1 million d'utilisateurs mensuels, les tout petits sont quand même plutôt protégés. Après, moi, ce qui m'intéresse, vous allez dire que je ramène tout au cloud, mais c'est pas grave, c'est ma vie, c'est que c'est pas tout de suite un problème pour eux, c'est bon, faut mettre une watermark pour montrer que ton contenu hors texte, parce que c'est plus compliqué, c'est de l'IA, il y a un coût technologique, mais c'est vrai que c'est pas monstrueux. Ce que ça veut dire, c'est qu'on commence quand même à rendre ce qu'on appelle les frontières modèles, donc les modèles les plus puissants, responsables du contenu que les gens font. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va commencer à te rendre responsable du fait que tu sois capable de prouver que c'est de l'IA pour pas que les gens fassent des deepfakes, etc. Et commence à y avoir un petit peu cette musique qu'on avait dans le monde du cloud, où on disait, quand AWS donne les moyens à un site de produire du contenu qui serait du contenu complotiste, on se rappelle qu'AWS en France avait coupé France Soir, par exemple, ce genre de choses, on peut commencer à les tenir responsables exactement de tiens, qu'est-ce que les gens font avec vos outils? Et évidemment, en fait, c'est ça le vrai problème. C'est un premier pas vers la mise en responsabilité. Parce que pour l'instant, c'est juste, il faut pas que les gens puissent faire semblant que ce soit vrai alors que ça ne l'est pas. C'est pas encore le fond qui est jugé. N'empêche que ce qui fait peur aux géants de la tech, c'est petit à petit de devoir investir énormément d'argent pour limiter l'utilisation, vérifier l'utilisation, de la même manière que les réseaux sociaux et les cloud providers ont été obligés de le faire, parce qu'on sait que c'est un puits sans fond. Et puis en plus, une fois que tu as commencé à réguler et à limiter le contenu, on va t'accuser de restreindre la liberté d'expression, et ça n'en finit jamais. Ça veut dire ce serait une histoire de régulation sur les réponses. C'est l'idée, En fait, l'idée pour l'instant, c'est que tu dois empêcher les gens d'utiliser l'IA pour faire comme si c'était vrai. Des deepfakes, par exemple, je prends une photo de Frédéric Simotel et je dis regardez, en fait, il fait semblant d'être là, mais il est en train de jouer au golf, à la cano ou je sais pas où. Je sais pas si tu joues au golf. Mais non, parce que comme j'ai utilisé un modèle Google, ils ont 1 million d'utilisateurs par mois sur leur modèle, ils sont obligés de mettre ce qu'on appelle une watermark qui prouve que c'est de l'IA. Donc on peut pas faire semblant. D'accord. Donc pour l'instant, c'est juste ça. Mais on a un petit pas dans cette direction. Pour l'instant, c'est du déclaratif. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, ils doivent publier des informations sur la sécurité, ils doivent notifier en cas d'incident, donc être transparents en cas d'incident, et ils doivent donner accès, en gros, au log, c'est-à-dire à ce qui s'est passé, mais ils ne doivent pas forcément s'assurer a priori de ce qui est généré par le modèle. En revanche, ce qui est intéressant à voir, c'est un peu le changement d'atmosphère dans la Silicon Valley. Moi, c'est un peu ça, qui m'attire. Ce qui est assez intéressant, tu as mentionné qu'ils avaient une sorte de RGPD, et à l'époque, c'était considéré comme un peu chic d'avoir une loi comme ça. Maintenant, l'atmosphère a changé. Les Mark Zuckerberg, les Elon Musk ne se laissent plus faire. Ils peuvent tout à fait, comme Musk a décidé de le faire, de partir au Texas. Donc il faut vraiment jouer. Alors bon, ils sont encore là, mais autant il y a 4-5 ans, ou 5-10 ans, c'était encore
la régulation, pas pour moi, mais enfin pourquoi pas. Mais là, ça risque d'avoir. Ils ont bloqué la première loi il y a un an. Celle-là, elle est passée de justesse, donc il va falloir voir les réactions. Ce qu'ils adorent, eux, c'est ce qu'ils appellent, ils ont toujours dit ça, l'autorégulation. Et on l'a vu, OpenAI a annoncé avant-hier qu'effectivement, ils mettaient un contrôle parental. Parce que des adolescents, malheureusement, l'utilisent pour des idées noires et l'un est passé à l'acte. Et donc, les parents risquent de mettre OpenAI devant les tribunaux. Ça coûte très, 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 très cher. Donc, ils font de l'autorégulation. De là avoir une loi... Et de la régulation un peu a posteriori. Ce qu'ils appellent autorégulation, c'est quand même quand il y a un scandale suffisamment grand pour qu'on soit obligé de faire un truc, on fait un truc. C'est exactement ça. Non, c'est pour éviter effectivement des milliards de dollars mais ce que tu soulignais sur le risque de voir déménager ces entreprises ailleurs qu'en Californie, il est réel. Il est réel, on l'a vu. Elon Musk s'ils vont trop loin, on pourrait retrouver des acteurs aller au Texas, en effet, ou ailleurs. C'est ce qui a changé depuis un an. Depuis l'élection de Trump. Ça a vraiment changé. Ils n'ont plus du tout la même attitude. Et surtout qu'ils savent qu'ils ont une administration alors, au niveau étatique qui les soutient complètement sur ces sujets-là. Alors, puis c'est politique parce que c'est quand même le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui est le seul opposant vocal aujourd'hui, parce que sinon tous les autres démocrates ont disparu. Sauf Bernie Sanders. C'est le seul opposant vocal. On serait bien incapable de donner un concurrent, un rival à Donald Trump aujourd'hui. Non, mais effectivement, Barack Obama est sur un yacht à 360 millions de dollars. Enfin bon, il y a personne sauf Gavin Newsom qui s'oppose. Donc c'est un jeu qui peut vite devenir politique. Allez, un dernier mot. Ouais, un dernier mot. Et si on tenait peut-être enfin un argument pour l'Europe, c'est-à-dire que tu as quand même ce risque de dumping, entre guillemets, légal entre les différents États américains. On a la chance, parce qu'on a une culture de la régulation très forte en Europe, d'avoir, on peut donner d'avoir, nous, une certaine forme de cohérence dans ce qui se fait entre les États européens. Donc peut-être que là, on tient un argument qui peut nous donner un avantage par rapport aux États-Unis dans ce type de discussion. Soyons optimistes. Soyons optimistes, en effet. Alors là, on va voir quelqu'un qui veut être à la fois optimiste, mais qui quand même marque quelques signes qui pourraient inquiéter les investisseurs. On va ouvrir là notre chapitre OpenAI. Voilà. Donc, la maison mère de ChatGPT, OpenAI, devrait générer 4,3 milliards de dollars de revenus au premier semestre 2025. C'est pas mal, quand même, 4,3 milliards. Mais quand on sait l'argent qu'il dépense, ça fait... Non, mais ce qui est inquiétant, dans ce qui... carrément. Oui, c'est le taux de croissance. 16%. C'est-à-dire rien. Bon, une boîte comme ça, c'est quand même habitué à ce qu'on appelle l'hypercroissance. Là, il n'y a pas d'hypercroissance. Donc, grosso modo, c'est valorisé entre 400 et 500 milliards. Ça va faire 13 milliards de chiffre d'affaires. Je ne parle même pas des bénéfices, parce qu'il n'y en a pas et c'est normal. De chiffre d'affaires. Donc, c'est 25 ans de chiffre d'affaires. C'est valorisé 25 ans de chiffre d'affaires. Et alors, c'est possible si on double tous les trimestres, ce qui se fait, ça c'est l'hypercroissance. Mais quand on fait 16% de croissance, aujourd'hui, c'est-à-dire que ça risque de décroître encore plus, moi je m'inquiète. Enfin, il y a une déconnexion aujourd'hui entre la valorisation, ce qui lève, et le taux de croissance. Honnêtement, s'il faisait 100% de taux de croissance tous les 6 mois ou tous les 3 mois, là, on va très vite. Tu n'aurais pas d'inquiétude. Je n'aurais pas d'inquiétude. C'est l'arrivée de Fidjissimo. Je tempérerai un peu le... Michel, je crois que Michel et Provençal et Clément David veulent tempérer. Il y a une information qui manque, je trouve, dans cette annonce, c'est que dans les dépenses, les 6,8 milliards de dépenses qu'ils mettent en face, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie des dépenses qui sont aussi faites en titres. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément du cash. Quand, typiquement, ils embauchent des nouveaux ingénieurs, il y a près de 50% du salaire qui est en action. D'accord ? Donc, premièrement, est-ce que... C'est pas très clair. Je ne sais pas si ça l'est pour vous, mais quand ils annoncent 2,5 milliards de dollars de déficit net, je m'interroge sur le fait que ce soit du déficit en cash ou pas. Je ne sais pas. Peut-être que vous le savez. Mais... Deuxièmement, juste un point là-dessus. Oublions pas qu'ils ont quand même pas mal de réserves. Ils ont près de 20 milliards de réserves, 17 milliards de réserves. Ils ont quelques gros investisseurs derrière eux qui sont prêts à les soutenir. Ils ont aussi Nvidia qui va mettre 100 milliards au pot sur une valorisation de 500 milliards. Ça veut dire quoi en réalité ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup en fait, de cet argent qui arrive, qui est un pari sur le futur. En gros, il y a une dilution massive et des salariés et des investisseurs de OpenAI qui alimentent, qui finance en réalité ce déficit.
ne serait-ce qu'avec leurs 17 milliards de réserves, ils peuvent tenir encore à peu près... Ils crament 8 milliards et demi par an. 8 milliards et demi par an. Donc ils tiennent 2 ans. 2 ans. Sachant que les 100 milliards qui vont arriver, a priori, ils arrivent là. Ouais, donc c'est bon, non, mais il y a pas de... Ils ne sont pas morts, c'est ça que je veux dire. Ils sont pas morts. Ce qui est inquiétant, et là je suis d'accord avec toi... C'est le taux de croissance. Le taux de croissance, mais il y a un autre aspect qui est inquiétant, et on va peut-être en parler tout à l'heure, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, OpenAI est dans une situation... On va peut-être en parler tout à l'heure, parce qu'on parlera dans deuxième demi-heure d'Anthropic avec Claude Sonnet 4.5 qui s'avère l'un des modèles les plus performants. En tout cas, exactement. Pour fermer cette parenthèse, ce qui est le plus inquiétant, c'est en effet le fait que OpenAI et ChatGPT n'apparaît plus aujourd'hui comme étant le modèle vers lequel on va par défaut, parce que ce n'est pas le modèle de plus en plus le plus performant. Et ça, c'est très inquiétant pour OpenAI. Ça reste quand même le modèle grand public. Après, en fait, je suis d'accord et pas d'accord avec vous, donc je vais tenter une sorte allons-y. de synthèse. Troisième voie. Ce qui est vrai, c'est que ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de direction sur quel va être leur positionnement pour acquérir une part de marché au-delà de simplement vendre des licences ChatGPT. Et en fait, 73% de leurs revenus, c'est des licences pro ou perso de ChatGPT. C'est un peu pour ça que Fidjissimo est arrivé, hein, c'est de mettre de l'ordre un peu dans toute cette offre commerciale. Mais résultat, c'est un peu difficile de voir où ils vont. Si on compare tout à l'heure avec Anthropic, là où ils vont, on en parlera, c'est très clair, leur positionnement, il est pour le code, etc. Merci, bonne journée. Le vrai problème, c'est que là aujourd'hui, si tu me dis où va ChatGPT, parce que tu pourras pas, enfin OpenAI justement, parce que tu pourras pas juste justifier ta valorisation même dans 5-10 ans uniquement via des licences ChatGPT, moi la vision me manque un peu. Là où je suis pas inquiet, c'est que on n'est pas sur un marché de croissance. C'est-à-dire qu'on est habitué avec nos startups françaises, nos licornes, etc., à voir des investissements pour, en se disant, comme il y a beaucoup de croissance, à un moment, le chemin vers la renta sera clair, etc. Là, on est sur une valorisation et des investissements pour une domination technologique. Et donc, en fait, je suis même pas sûr, on n'en est évidemment pas au stade de la renta, je suis même pas sûr qu'on en soit au stade du chiffre d'affaires. Je pense qu'on en est au moment où on essaie de construire les 2 ou 3 mastodontes qui auront survécu quand la bulle aura éclaté, parce que c'est une bulle gigantesque, dans 1 ou 2 ans. Mais là, encore une fois, là où je ne suis pas d'accord sur un point, c'est que le marché avance tellement vite. Les champions se succèdent si vite. Oublions pas qu'il y a quelques années, OpenAI était totalement existant. Anthropic était totalement existant. Rencontrons-nous peut-être dans 12 mois ou 18 mois, peut-être que OpenAI ne sera pas le champion. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que Anthropic soit positionné uniquement sur le vibe coding. C'est vrai que c'est le modèle le plus performant pour faire du code, et en l'occurrence du vibe coding, mais aujourd'hui, quand on regarde les capacités du dernier modèle 4.5 dont on va parler, il surpasse GPT-5. Oui, mais GPT-5 avait surpassé. C'est une course à l'échalote qui change tous les 2 mois. Gemini, qui n'était pas dans la course, revient. Anthropic, qui était devant, s'est fait reprendre par... Mais moi, je rebondis un peu sur ce que dit Clément. C'est écraser la concurrence. Oui, c'est écraser la concurrence. Et puis le modèle, c'est quoi? Ça va être de l'abonnement? Ça va être... Est-ce que je vais aller accompagner des entreprises? Est-ce que je vais... Le problème, c'est que leur vocation aujourd'hui, c'est d'être Netflix. Tu vois, si je schématise très très fort, c'est-à-dire que Netflix, c'est vraiment la boîte qui existe toujours, qui n'innove dans rien, qui a juste un modèle avec son catalogue, et ça fait 3 ans ou 4 ans ils ont des petites idées qui ils ont des petites idées. Mais je veux dire, quand tu regardes, si on reprend le modèle tarte à la crème de Amazon, qui tout à coup te lance un Kindle, puis te lance rentre dans le monde du cloud, puis etc., il y a Netflix, c'est quand même toujours, depuis qu'ils ont cette plateforme, c'est toujours plus ou moins Netflix. ChatGPT, dans le monde où en effet il y a une innovation radicale tous les 6 mois, il y a des positionnements sur je suis le modèle, alors du code ou pas que, on en parlera tout ça, etc., ne va pas pouvoir se permettre d'uniquement vendre des licences ChatGPT parce que le modèle sera vu comme, par le grand public, le plus facile et le plus pratique d'utilisation et qui sera arrivé en premier. Donc, il y a une vraie question sur, à un moment, où est-ce qu'ils vont se positionner pour justifier les investissements, parce que la part de marché qu'ils auront sur une utilisation concrète de la vie quotidienne sera tellement écrasante qu'ils généreront enfin des revenus. Là, je suis un peu inquiet. C'est exactement les annonces qu'ils sont en train de faire. On est en train de parler, ils font des annonces, c'est-à-dire des annonces, ils vont multiplier les sources de revenus. L'un dans une sorte de réseau social, et on va en parler, et l'autre dans du shopping. Effectivement,
ça ne va pas suffire de vendre. Justement, on arrive à ce troisième sujet qui est transition extraordinaire. Oui, OpenAI qui. Alors, il y a cette partie, tu l'as dit, e-commerce avec Shopify. Alors, pour l'instant, voilà, on pourrait acheter un article via ChatGPT et puis ça va généraliser. Enfin, on va attendre que le modèle se développe. Et puis, il y a ce que l'on vient d'apprendre là, qu'ils allaient vouloir contrer TikTok en sortant profitant un peu des incertitudes de TikTok US aujourd'hui qui est un peu ballotté mais qui continue à bien fonctionner, c'est 173-175 millions d'utilisateurs rien qu'aux États-Unis. Et donc là, le but de ce que l'on apprend, c'est que OpenAI serait prêt à lancer un équivalent de TikTok avec du scroll, tout ça, mais alors alimenté, c'est pas les influenceurs qui vont venir alimenter, ce sont des IA. Et alors là, il y a double annonce, quoi. À la fois l'annonce d'un TikTok-like et l'annonce que on n'aura pas besoin de vous, les influenceurs. On va se débrouiller avec notre IA. Ah, oui, au moins, on ne les paye pas. Parce qu'on les paye de plus en plus, les influenceurs. Ouais. En fait, il ne faut pas se tromper de... Je pense que ça va être un sujet pour toi en termes de prospectivisme. Il y a 1000 trucs à dire. Mais c'est vrai que il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif n'est pas de concurrencer TikTok. L'objectif, il est double. Il est de tester des usages, de voir à quoi les gens répondent, etc. Et il est de faire des boucles de données à analyser pour nourrir la bête, pour nourrir son... Oui, l'algorithme va s'auto-alimenter. Exactement. Et c'est ça. On n'est pas du tout... en train de se dire, ça va être un nouveau réseau social qui va faire des milliards d'utilisateurs, etc. On est déjà en train de dire comment est-ce qu'on peut trouver de la donnée bien contextualisée qui va nous permettre de nourrir la bête et de générer des algos de plus en plus précis, de plus en plus performants. Après, on peut discuter de comment ça va être utilisé, quelles peuvent être les réticences des gens, mais la base, c'est vraiment celle-là. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il ne faut pas oublier que Gemini, Google, ils ont YouTube. XAI, Musk, ils ont X, Meta, ils ont Facebook, OpenAI, ils n'ont rien. Donc, il leur faut un lieu où les données sont générées massivement pour pouvoir entraîner. Peu importe si ce sont des données synthétiques, d'ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de modèles, la plupart des modèles, sont entraînés à partir de données synthétiques. Moi, je suis aussi d'accord sur le fait qu'ils vont devoir se diversifier pour créer des opportunités de business parce qu'ils vont avoir besoin de croissance. On a vu le deal en Inde, par exemple. Ils ont fait un deal en Inde où ils ont sorti des licences de ChatGPT à très bas coût pour pouvoir augmenter encore leur surface. Ils vont avoir, à mon avis, un problème d'éparpillement. Déjà, parce qu'il y aura des coûts pour lancer une telle plateforme. Il va falloir qu'ils démontrent aussi que du contenu artificiel va être aussi intéressant ou plus intéressant que du contenu humain. Parce que derrière, l'idée, j'imagine, c'est ramener de la pub. Mais oui, bien sûr. Ils ouvrent, ça sera l'engagement comme TikTok. Et c'est générer de la pub. Et puis, il y a un dernier aspect, c'est que en termes de régulation et en termes de limitation de leurs capacités, ils rentrent dans un univers, le réseau social, qui est très problématique. Droit d'auteur. Rappelez-vous, Midjourney, qui a des gros problèmes de droit d'auteur. S'ils commencent à générer des vidéos, je demande à voir... Avec Sora, avec Sora 2, Sora 2 qui vient de sortir. Et puis, il y a un dernier aspect, c'est la régulation des réseaux sociaux, tout simplement. Comment est-ce que ça va se passer, les deepfakes donc, ça va être compliqué, encore une fois. Après, ils pourront brandir. Moi, je vois aussi un autre aspect pour brandir le drapeau américain occidental en disant tiens, nous, on est concurrents. Ça sera régulé, mais le problème, le temps de la régulation est très, 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 très long. Là, effectivement, ils se lancent parce que TikTok aux États-Unis, tu as dit 170 millions d'utilisateurs, ça fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de dollars de chiffre d'affaires publicitaire. YouTube en fait quand même plusieurs dizaines de milliards. Donc, il y a quand même un gros marché à prendre. YouTube reverse énormément de droits aux influenceurs ou aux créateurs de contenu. Si là, c'est fait par l'intelligence artificielle, 0 droit. Effectivement, il risque d'avoir... Il ne faut jamais oublier qu'en Californie, il y a Hollywood. Et Hollywood, ils ont fait une grève contre l'IA. Et si on commence à aller dans la production de vidéos courtes, mais on peut aller de plus en plus loin. On l'a vu avec Gemini VO3. Là, ça va commencer à les énerver et ils risquent de réagir assez violemment. Donc moi, j'attends un peu ça. Donc effectivement, je pense que c'est véritablement... Et ça rejoint, encore une fois, 16% de croissance, c'est pas assez pour un truc à exploser comme ça. C'est pas assez, il faut aller chercher du chiffre d'affaires partout.
Il y a une vraie question quand même de voir le contenu qu'ils vont publier. C'est-à-dire que pour que j'ai du mal à voir comment tu peux imaginer attirer des utilisateurs en faisant une sorte de TikTok-like. Il doit y avoir un truc qu'on n'a pas encore sur... Parce que l'expérience va pas être fluide au début. Générer des vidéos avec Sora, c'est quand même compliqué. Le faire, c'est long. Ça coûte très cher. Le coût d'inférence est hyper élevé. Quand tu regardes la capacité d'une plateforme à auto-générer la quantité de contenu qui est aujourd'hui générée par les utilisateurs, c'est un monstre sans fin. Donc j'ai du mal d'une à imaginer une expérience fluide, et de deux, mais ça c'est ce que je disais, c'est plutôt des questions pour toi, c'est à quel point l'être humain est prêt à accepter d'aller sur une plateforme où il n'y a aucune identification possible. C'est-à-dire que ce qui marche quand même sur Instagram, sur TikTok, etc., c'est que notamment les jeunes s'identifient à des communautés, à des gens qui leur ressemblent, etc. On en avait parlé, moi je trouvais que c'était une catastrophe, mais sur ce plateau, quand on disait les jeunes s'intéressent au conflit en Ukraine via des TikTokers locaux qui font des... Le biais quand même de ton cerveau, c'est de te dire « Ah, cette personne me ressemble, qu'est-ce qu'elle peut raconter, qui va me parler ?» Mais moi je me demande si on ne va pas être plutôt sur du contenu soit des tutos, soit de la vente, tu vois, une sorte de marketplace, quelque chose, parce que j'ai du mal à imaginer que sans la touche humaine, sans te dire ce contenu a été créé par un humain, pour moi qui suis un humain, les gens aient vraiment de l'intérêt pour cette plateforme. Ou alors je suis déjà complètement dépassé. Est-ce que ce ne serait pas une partie labo, une partie qui alimenterait un peu les modèles d'OpenAI? Enfin, tu vois, le but, ce serait d'alimenter le OpenAI universel, quoi. Oui, mais ça c'est un objectif. Mais... Ça suffit pas, c'est pas un objectif qui suffit. Non, mais ils se disent, voilà, on réinvente tout, donc pourquoi est-ce qu'on réinventerait pas les réseaux sociaux? Mais là, c'est un énorme business, les réseaux sociaux. C'est un autre monde. Hein, mais c'est un autre monde. Non, mais c'est un monde compliqué, on est absolument d'accord. Mais pourquoi ne... C'est même pas un réseau social, s'il n'y a que de l'IA, est-ce que c'est vraiment un réseau social? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que du contenu artificiel sera aussi intéressant que du contenu humain? Ça, c'est une vraie question. Sauf, moi je vois un exemple d'application qui fait un véritable carton, particulièrement auprès des jeunes générations. Vous connaissez certainement, qui est Character.ai. Character.ai sont des avatars de chat, ils sont incarnés, c'est-à-dire qu'on voit des images et on est capable de créer un copain virtuel avec lequel on dialogue, qui a un certain nombre de caractéristiques, un style, etc. Donc peut-être qu'ils peuvent repartir de cette idée pour l'incarner encore plus sous la forme de vidéos et peut-être demain avoir des interactions avec cet avatar. Ça reste complètement de la spéculation, ce que je dis là. Mais ce que j'essaie d'imaginer, c'est comment est-ce qu'on peut créer de l'engagement avec du contenu virtuel, si jamais ce contenu n'est pas interactif, si ce contenu n'est pas ultra personnalisé, si ce contenu ne nous parle pas et ne crée pas de l'émotion. Donc moi, je vois un vrai beaucoup comme un labo expérimental, et le but c'est toujours, enfin tu as ta plateforme, la plateforme en tout c'est ChatGPT, et le but c'est qu'est-ce qui peut servir ChatGPT aujourd'hui. Donc là on aurait la génération de contenu et tout ça, je vois ça plus que comme un réseau social, il tourne avec une taille critique. Tu vois, tu vas pas faire un réseau social avec 1 million d'utilisateurs, donc c'est quand même un gros défi. Messieurs, merci. On va marquer une courte pause. On se retrouve juste après. On a encore pas mal de sujets, mais on va revenir sur Claude Sonnette K.5. On va revenir aussi sur, la très étonnante nomination de Stéphane Israël, l'ancien patron d'Ariane Espace. Il a fait un court passage au BCG. Et puis, hop, il arrive chez Amazon Web Services. Et puis, on parlera de cette incroyable cyberattaque chez Jaguar Land Rover qui se retrouve dont les sites de production sont bloqués. Et le gouvernement britannique a même décidé de les aider à hauteur de 1,5 milliard de livres. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve avec nos 3 débriefers, c'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, débrief de la tech, c'est reparti. Tech & Co, la quotidienne, avec nos invités. On est ensemble jusqu'à 21h, mais nos débriefers jusqu'à 20h30. Enguerrand Renault, consultant chez Image 7. Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Et Clément David, président de Theodoo Cloud. On a parlé dans la première demi-heure d'OpenAI, qui cherche à faire un équivalent de TikTok, qui gagne de l'argent. Non, qui gagne pas d'argent, qui a un revenu qui est presque à 5 milliards de dollars, mais une croissance très faible de 16%. Et puis on s'est aussi interrogé sur cette nouvelle loi qui va demander plus de transparence aux acteurs de l'IA.
Bon, ça a l'air, on verra comment elle montera cette loi, mais pour l'instant, elle a l'air assez légère. Mais là, je voudrais qu'on parle de l'annonce quand même du jour. C'est ce qui a remué toute la planète IA. Hein. Si on va sur tous les sites, c'est vraiment ce qui a fait la une de tous les sites de la tech. C'est la Anthropic qui vient de lancer la version Claude Sonnet 4.5. Qui dit tout simplement, c'est le meilleur modèle d'IA. Alors pour coder, hein, n'allez pas vous lancer dans bon. En tout cas, ils disent que c'est le meilleur modèle de codage du monde. Ça dépasse les ChatGPT, Codex. Enfin, oui, c'est ça, c'est Codex. Oui. Là, la version ChatGPT. GPT-5 d'ailleurs. Ou GPT-5 d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut en penser alors? On a commencé un peu la conversation tout à l'heure sur le sujet, si je peux prendre la main, mais moi je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que... C'est que pour les codeurs. C'est que pour les codeurs. Non, parce que, et c'est basé sur les derniers benchmarks d'ailleurs qu'ils ont communiqués. Agentic, c'est le meilleur. Coding, évidemment, c'est le meilleur. En maths, c'est le meilleur. En raisonnement, c'est le meilleur. Agentic, c'est-à-dire qu'il permet de créer des agents. Créer des agents, c'est-à-dire orchestrer un certain nombre d'actions, raisonner avant d'exécuter un certain nombre de tâches. En finance, c'est le meilleur. Là où il est moins bon, c'est en raisonnement visuel, c'est-à-dire en regardant des images et en raisonnant sur la base des images. Et un tout petit peu moins bon que GPT-5 sur les Q&A, c'est-à-dire les questions-réponses multilingues. Mais on a un modèle qui est vraiment multimodal, qui est vraiment utilisable, par exemple, pour rédiger du contenu. Et à titre personnel, alors ça ne vaut pas un benchmark scientifique, mais à titre personnel et dans la communauté, l'écosystème d'acteurs, utilisateurs d'IA autour de moi, depuis quelque temps, on s'aperçoit qu'à l'usage, Claude Anthropic est plus performant que GPT-5. Je dis bien GPT-5 parce que GPT-5 a implémenté des fonctionnalités. Et par rapport à Gemini, parce que moi on parle beaucoup de Gemini, on me dit qu'il y a... Alors clairement sur les benchmarks, il est au-dessus de Gemini 2.5 Pro. Ça c'est un fait, c'est factuel. À l'usage, très honnêtement, mais ça reste encore très une perception, je trouve que Claude est meilleur aujourd'hui. Et c'était le cas de, pas de Sonnet, mais de l'autre modèle, dont j'ai oublié le nom, et c'est encore plus le cas aujourd'hui de Sonnet 4.5. Opus. En fait, Clément, David. Quand on parle de code, c'est que c'est leur positionnement. Quand il enlève ses lunettes, c'est qu'il va dire des choses très très sérieuses. C'était les commentateurs, les journalistes qui présentaient les livres auparavant, dès qu'ils commencent à mâchouiller leur branche de lunettes, c'est que ça va être... côté Bernard Pivot. Voilà, faut écouter parce que ça va être... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, résultat, j'étais en train de chercher les questions qui posaient du questionnaire de Proust, je me souviens d'aucune des... Bref. Passons. Qu'est-ce que tu dirais si tu voyais Dieu ? J'ai beaucoup réfléchi à la réponse. Bref, le truc, c'est le code, en fait, c'est que c'est leur positionnement. Aujourd'hui, en fait, s'ils ont fait... Là, tu as de la croissance. Ils ont fait x5 sur les chiffres d'affaires annualisés depuis le début de l'année. Et le truc, c'est... ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même multiplié par 7 leur nombre de clients sur le segment Enterprise, justement en leur vendant des assistants de code. Et je suis d'accord avec toi qu'ils sont bons sur un paquet de trucs. Moi, ce qui me plaît dans leur stratégie, au-delà de la tech, etc., ou sur les benchmarks qui tabassent sur, en effet, un certain nombre de sujets, c'est le côté, aujourd'hui, on sait exactement quelle promesse on a. Ce qui ne veut pas dire que cette promesse, elle ne va pas être dépassée dans un certain temps. Mais déjà, devenir sur un marché qui est quasiment illimité, à savoir les boîtes dans le monde qui ont des gens qui codent, ça, toutes les entreprises du monde aujourd'hui, être capable de déjà vendre un produit avec une très forte croissance en disant là-dessus c'est un segment, on sait qu'il y a un besoin illimité et on sera les meilleurs, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Et donc c'est là que je dis, c'est pas forcément que Anthropic sera résumé à ça, mais en revanche aujourd'hui, le fait d'avoir un modèle dont tout le monde est capable de dire moi je sais sur quoi il est bon, c'est extrêmement puissant comme proposition de valeur parce que pour les autres, eh ben, c'est vachement plus compliqué. Oui, mais c'est ça mon position. Tu as une réponse marketing, j'ai une réponse technique. C'est pas du marketing, c'est de la vente, c'est du business. C'est-à-dire que je parle vrai, c'est pas juste un positionnement marketing, c'est aussi que c'est là-dessus qu'ils font des revenus très élevés. C'est pas que du probablement d'ailleurs via l'API, bien moins via l'outil Claude, parce qu'ils ont des accords avec Cursor. Ils sont, par exemple, sur Cursor, qui est un outil d'aide au coding, de développement qui intègre plusieurs IA, pas que Anthropic.
c'est clairement celle qui est la plus utilisée, Claude, parce que c'est la plus performante. En licence aussi, juste parce que tu fais x7 sur les clients à plus de 100 cas par an. Donc ça veut dire qu'ils achètent la licence. Donc ça veut dire qu'ils ont une traction aussi énorme sur les licences. Il faut bien comprendre aussi si certains de de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, s'interrogent, le modèle est capable de rester autonome sur des tâches complexes pendant 30 heures contre 7 heures pour les versions précédentes. Ça signifie quoi? Alors, pas grand-chose. Non, c'est-à-dire que oui, il peut pendant 30 heures coder, ça veut dire se corriger, s'améliorer et de manière cohérente. C'est toujours pareil. Plus tu parles, quand tu regardes au départ, par exemple, ChatGPT, les premières années, quand on lui parlait, on voyait qu'au bout de 2-3 réponses, il était une question du nombre de tokens que tu peux gérer, etc. Après, il faut se méfier parce que Dr House disait tout le monde ment. S'il y a un monde dans lequel on ment aujourd'hui, c'est tous les chiffres liés à l'IA qui ne sont pas justement les benchmarks dont tu parlais, qui sont faits de manière externe et qui sont sérieux. Tu vois, le chiffre le plus mensonger de l'histoire de l'humanité, c'est Azure, Microsoft, qui dit on génère 40% de notre code avec l'IA. Et en fait, tout le monde se projette en disant c'est génial, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont 40% de développeurs en moins. Non, on ne sait pas quel code, on ne sait pas si c'est en prod, on ne sait pas s'il est buggé. Donc, ça veut juste dire qu'on a un modèle qui est capable de, pour parler avec des mots très basiques, de rester concentré très longtemps en donnant des réponses cohérentes. Ça nous donne un ordre d'idée de sa performance. Il ne faut surtout pas s'imaginer que c'est ça que ça fait dans la vraie vie. C'est comme quand tu vois des robots chinois qui dansent la Macarena et tu te dis wow, il peut faire ça dans mon salon. Non, c'est un écosystème. Donc là, ça veut dire que clairement, Claude, Anthropic, essaie de se positionner au niveau chez les entreprises. Plus. En fait, en indiquant, voilà, c'est nous les fameuses 30 heures, il faut voir une chose, c'est que quand on commence à coder, en effet, avec l'IA, plus on avance dans le dialogue avec l'IA, plus le contexte que l'IA est capable de prendre en compte, c'est-à-dire la masse d'informations qu'elle peut prendre en compte pour pouvoir répondre de manière pertinente, augmente. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec certains modèles, on commence à diverger. Autrement dit, que l'IA génère de plus en plus de bugs ou génère des choses qu'on n'attend pas. C'est le cas avec les anciens modèles, c'est le cas d'ailleurs beaucoup avec GPT-5. Et là où ils ont généré une prouesse assez extraordinaire, c'est qu'avec Sonnet 4.5, ce qu'ils disent, on ne l'a pas vérifié encore une fois, c'est qu'on peut, entre guillemets, coder pendant 30 heures, tout du long, sans avoir de gros problèmes de génération de bugs. Faudra vérifier. Mais ça prouve plusieurs choses. Ça prouve que la fenêtre de contexte a augmenté de manière drastique. Ça prouve que le modèle reste pertinent et le coding est un élément très complexe qui prouve que le modèle est très performant. C'est-à-dire que dans un texte, tu fais une petite erreur, c'est pas très grave. On va peut-être même pas s'en apercevoir. En revanche, dans un bout de code, tu fais une erreur, ça génère tout de suite un bug. C'est bien la preuve que ce type de modèle est très performant. Donc moi je pense qu'il va falloir qu'on regarde de près ce qui va se passer avec Anthropic dans les mois qui viennent. On n'est pas à l'abri à un moment donné d'une bascule potentielle d'utilisateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Dernier mot sur ce sujet. On était dans une génération, effectivement, où il y avait... on oppose les modèles en disant est-ce que Claude est meilleur que OpenAI, et puis Gemini va arriver derrière. Et effectivement, c'est un débat sans fin. Il y a une deuxième génération qui est effectivement ceux qui font des agents et qui utilisent tous ces modèles pour ce qu'ils ont de meilleur au bon moment. Et donc, après, je veux dire, pour un utilisateur final qui soit particulier et bientôt entreprise, le fait d'utiliser Claude ou ChatGPT ou machin, ça va devenir totalement neutre. Très très vite, totalement neutre. Et ça sera des interfaces qui diront, bon, Claude est meilleur sur le coding, tu as certainement raison. Chat réfléchit mieux. C'est ce qui se passe un peu dans les entreprises qu'on leur propose aujourd'hui. Le chat, il est plus adapté pour les Français. On va voir. Et donc, à un moment, ces différences vont être utilisées, mais par des interfaces qui vont utiliser le meilleur de tous les mondes. Donc, ça sera une question qui continuera d'être importante, mais ça ne sera pas mutuellement exclusif. Il y a débat, mais bon, on peut passer à le débat. C'est des trucs comme ça quand on ne peut plus parler, c'est pas possible. Allez, vas-y, dis ton dernier mot. Dans le domaine du cloud, on a une vieille lubie sur le multi-cloud qui est, on pourra prendre tous les cloud providers. C'est pas si simple, mais c'est un autre domaine, donc peut-être. Habile
habile transition vers le sujet suivant du cloud. Voilà, bien joué Clément. Sujet suivant, c'est une nouvelle recrue chez Amazon Web Services, l'ancien patron d'Ariane Espace, Stéphane Israël, qu'on a reçu régulièrement ici. Moi-même, je l'ai reçu il y a encore 15 jours pour venir parler d'espace alors qu'il était consultant au BCG, Boston Consulting Group. Donc là, il prend la tête de la nouvelle division cloud, enfin, il est parmi les dirigeants de la nouvelle division cloud européenne du géant américain. Après la souveraineté spatiale, place à la souveraineté numérique. Un recrutement qui vise, on va le voir tout de suite, à rassurer les Européens. On écoute ce qu'en dit Astrid Olivier et on en parle ensemble. Amazon Web Services, la branche cloud du géant Amazon, mise sur Stéphane Israël pour convaincre les Européens de stocker leurs données sur les serveurs de l'américain. AWS va lancer à la fin de l'année une filiale spécifique à l'Union européenne, soumise aux droits européens tout en étant étanche aux droits de regard américains. Un investissement de presque 8 milliards d'euros avec la promesse de répondre à toutes les exigences de Bruxelles en matière de sécurité des données. L'ENARC aura donc un double rôle à la fois auprès des États membres et les grandes entreprises pour les convaincre de rejoindre le cloud européen d'Amazon, mais aussi auprès de Bruxelles pour prouver son allégeance européenne. Stéphane Israël pourra s'appuyer sur son parcours de haut fonctionnaire qui a défendu pendant des années la souveraineté spatiale européenne. Signe que l'enjeu commercial est de taille pour les GAFAM. Google et Microsoft ont eux aussi lancé des initiatives avec des acteurs européens. La guerre commerciale de Donald Trump a augmenté les tensions avec l'Union sur l'accès aux données sensibles par les géants américains du numérique. Notre spécialiste du cloud, Clément David. La parole, patron de Théo de Cloud. Pour comprendre le recrutement de Stéphane, déjà, il faut comprendre... Genre, je le connais, Stéphane. Jamais Stéphane Israël. Monsieur Israël. Il faut déjà comprendre ce qui est en train de se jouer, Steph, dans le monde du cloud et de la souveraineté. C'est-à-dire que tous les cloud providers ont une stratégie pour rassurer sur la souveraineté en France, les entreprises, etc. Qu'ils soient américains ou européens. Exactement, français, tous. C'est de dire, OK, la France a une certification, une qualification pour être précis, qui s'appelle Secnum Cloud. C'est le cloud de confiance qui avait été poussé par Bruno Le Maire et qui est de dire, on va avoir qui est tout un ensemble de critères qui sont définis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes de France. Voilà. Et si on les remplit... Et on ne peut pas être américain. On ne peut pas être extra-européen. Donc, là, au moins, c'est clair. Et donc le truc, c'est que tous les Américains, en faisant des joint ventures avec des entreprises françaises ou les cloud providers français... Google avec Thales pour Sens, exactement, Microsoft avec Orange et Capgemini, enfin Orange Business et Capgemini pour Bleu. Exactement. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont tous foncé dans cette direction, qui est la direction la plus logique. Il y a une entreprise qui a décidé de foncer complètement dans l'autre sens, c'est AWS, qui a choisi sa propre direction, section d'assaut, ma direction. Bref, non mais on peut diverger très vite ici. Et qui a foncé dans une direction complètement opposée, qui est de dire, vous savez quoi, nous en fait, Secnum Cloud, on va pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cloud non pas français, mais un cloud européen, le European Sovereign Cloud, qui sera au début basé en Allemagne. Je crois que c'est dans le Brandebourg, un truc comme ça, et de dire, on va miser sur deux choses. La première, c'est, on va avoir une indépendance technologique totale, c'est-à-dire que ça sera un AWS refait en Europe, mais qui n'aura aucun lien en termes de avec des employés européens, etc., en termes de technologie, etc., avec AWS originellement, avec tous les services, notamment IA, Bedrock, etc. Et la deuxième chose, c'est avec un système pour contrer les demandes de récupération de données extraterritoriales, donc en gros les États-Unis, qui sera hyper pointu, hyper indépendant et qui nous permettra en gros de dire non 80% du temps. Et donc c'est là qu'on va discuter. C'est là où on va discuter. Je suis pas sûr. Ah mais pour le coup. Et même dans le financement, ils veulent le financer uniquement à travers des fonds européens. Est-ce que c'est soumis ou pas soumis au Cloud Act? C'est ça la seule question. Alors on arrive sur le Cloud Act après. Juste c'est pour comprendre leur stratégie et ils mettent quand même 8 milliards sur la table. Et la promesse c'est celle-là. Maintenant, on discute. Alors, moi, c'est la seule question. Je ne suis pas un expert du tout. Et donc, ils mettent à la tête, rappelons-le quand même, parce que c'est ça le début. Ils mettent Stéphane Israël, qui connaît bien toutes les arcanes européennes. C'est l'élite française, je crois qu'il est ENARC. Il a été DIRCAP de Montebourg, il a travaillé évidemment chez Ariane Espace, passé rapidement par le BCG en effet. Donc c'est l'élite, c'est quelqu'un de hautement respectable, d'autement respecté et qui va avoir une influence évidemment parce qu'il très attaché à la souveraineté institutionnelle, politique. Il n'est pas les vendre aux Américains comme on pourrait le penser. C'est indéniable que c'est un joker pour Amazon. C'est extraordinaire comme recrutement. C'est extraordinaire comme recrutement. La question, et tu as touché du doigt, c'est est-ce que quand on dépose ces données sur AWS à Berlin, s'il y a une injonction d'un juge américain de récupérer ces données,
est-ce que c'est soumis au Cloud Act et que les données peuvent être récupérées par les US ou pas? C'est ça la question. Alors, il y a plusieurs réponses rapides, non. La raison, c'est non, il n'y aura pas de Cloud Act pour ces données-là. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, le Cloud Act, depuis que ça a commencé, il y a eu 0 demande pour AWS. Pour une raison très simple qui est, le Cloud Act, en fait, c'est fait pour le B2C. Le Cloud Act, c'est pour récupérer les données, non pas des entreprises, mais ça a été conçu à l'origine pour récupérer les données des utilisateurs des plateformes américaines. Attends, pardon, je t'interromps, juste un truc. Ouais. Une entreprise française qui développe un service B2C peut se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire qu'un juge américain peut décider de récupérer des données d'un utilisateur de cette entreprise sur l'infrastructure. Mais le fait est qu'il y a eu 0 demande parce qu'aujourd'hui, dans le Cloud Act, il y a marqué un truc, mais côté américain, pas un truc français, qui est... il ne faut pas que cette demande soit en contradiction avec les lois territoriales des territoires où ça s'applique, notamment l'Europe. Donc, en fait, il y a un psychodrame autour du Cloud Act qui est les Américains vont prendre nos données, alors que la vraie question, ce n'est pas le Cloud Act, c'est quand il y a conflit de loi. Quand la loi américaine dit que tu peux faire quelque chose, mais que la loi européenne dit que tu n'as pas le droit de le faire. Et en fait... Et dans un conflit de loi, laquelle des deux prend le dessus? Ça veut dire que la RGPD est au-dessus du Cloud Act. Exactement. Et c'est déjà, c'est marqué dans le Cloud Act, que c'est la juridiction locale qui s'applique. Mais le deuxième truc, c'est que justement, c'est la deuxième partie où je vous disais, il y a une partie technologique, comment on sépare les deux. Mais il y a une partie dans leur statut qu'ils sont en train de mettre sur ECS, le European Sovereign Act, où ils disent, il y a 4 personnes qui vont nommer les managing directors. Donc, Stéphane Israël est la personne qui est au-dessus. 3 personnes d'AWS et une personne externe. Ces personnes externes doivent être citoyens européens et doivent habiter en Europe. De même que tous les gens qui ont le moindre pouvoir pour opérer technologiquement. Et ce à quoi ils sont en train de réfléchir et qui devrait sortir dans pas longtemps, c'est que dans les statuts des dirigeants, des managing directors qui vont être nommés, il y a marqué que leur responsabilité juridique personnelle va être engagée si... quand en cas de demande de données qui doivent valider, elle doit être validée à 100% par le CEO et la chairman, dont j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est une allemande, ils engagent leur responsabilité personnelle s'ils font quoi que ce soit en termes de validation de contraire à la législation européenne en faveur d'une demande américaine. Donc, ils sont en train de se baquer juridiquement et tout leur argumentaire, on verra ce que nous propose le futur, mais repose sur ces 2 éléments. Un, c'est opérer complètement technologiquement de manière séparée d'AWS. Les Américains, leur exemple, c'est ce qu'ils garantissent aujourd'hui sur ce cloud. Ça fonctionnerait. 1. Et 2, les dirigeants sont juridiquement tellement engagés sur le fait de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit de contraire au droit européen, personnellement, que de toute façon, ils auront les mains liées, aucune demande ne sera acceptée. Et il y a un troisième plan qui est l'aspect financier, où là, je sais qu'il y a quelques petits dissonances dans ce domaine, parce que l'Europe a voulu rajouter un truc en disant il faudrait que les fonds, le financement ne viennent que d'Europe. Là, tout le monde dit... vachement là, ça dit un peu... Est-ce que vous savez où les data centers pourquoi est-ce que l'intégralité... Les data centers en Allemagne. Tous en Allemagne. Pour l'instant en Allemagne. Pour l'instant en Allemagne, après peut-être... Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, la démonstration est extrêmement pointue. Et effectivement, je n'ai aucun de ces détails. Mais il y a 2 choses que je ne comprends pas. La première, c'est dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'intégralité du cloud en Europe dans cette division qui échappe au Cloud Act? La deuxième question, c'est on a quand même vu que les États-Unis ont une vision de l'extraterritorialité qui est très large. Toutes les entreprises qui utilisent du dollar, et souvenez-vous, la BNP en a souffert, elle avait fait du commerce avec l'Iran en utilisant le dollar, ça lui a coûté 7,5 milliards de pounds. Donc il y a une vision de l'extraterritorialité sur le dollar qui... Et dans le Cloud Act, alors là où tu as peut-être raison, c'est qu'il existe, il est peut-être assez peu utilisé, mais il existe. Et donc, le jour où ils voudront l'utiliser, pour une raison ou pour une autre, ils l'utiliseront. Pour répondre à ta première question, pourquoi toutes les entreprises ne le font pas? Parce que certaines ont déjà des plateformes qui sont suffisamment internationales et qu'elles jugent que, bon, pour l'instant, elles n'ont pas des données particulièrement... Ou alors la partie des données qu'elles ont... Les données sensibles, c'est pas l'intégralité des données. On est d'accord que si on va me demander... Si je préfère la vanille ou le chocolat, tout le monde s'en fout. Il y a une question de prix qu'on n'a pas encore. Mais ça coûte tellement cher de reproduire le cloud AWS en Europe, de le maintenir, etc. Parce que ça va coûter une fortune. Je ne sais pas, je n'ai pas l'information, mais moi j'imagine qu'en termes de prix, il va peut-être y avoir un impact. Il y a un autre élément qui est, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait 2 stratégies. Et en fait, si tu fais ça, si aujourd'hui tu vas sur AWS, eux, c'est leur gros pari vers l'avenir qui est de dire ça suffira. Mais tu as beaucoup d'entreprises
en France par exemple, qui vont dire attendez, nous on a une norme française qui s'appelle, une qualification qui s'appelle Secnum Cloud. 3.2 En fait, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, n'empêche que moi, si je veux avoir l'impression d'être compliant, pour parler de souveraineté, c'est mal d'utiliser ce mot, mais avec le plus haut niveau français, je vais aller chercher le label. Donc en fait, il y a un marché. Est-ce que tu entends parler beaucoup de ce label du Secnum Cloud, Est-ce que sur ce label du Secnum Cloud, il y a beaucoup d'entreprises qui... en fait, ça va être une vraie question. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Là où c'est hyper intéressant, c'est le marché qui va trancher. Et en fait, moi, je suis incapable de te dire aujourd'hui quelle est la bonne stratégie. Ce que ça veut juste dire, c'est que tu n'as pas un seul cloud provider qui se dit, en vrai, la souveraineté, c'est pas un sujet. Bon, en tout cas, on suivra ça. Et puis, en tout cas, bienvenue à Stéphane Israël. On sera ravis d'accueillir par ailleurs, ici. Couple franco-allemand avec Ariane Group, il maîtrise à la perfection. Côté public-privé, entre les deux, il va naviguer sans aucun problème. Il connaît les arcanes de Amazon Kuiper, c'est quand même un projet. La moitié des satellites d'Amazon Kuiper sont lancés via Ariane Group. Ah bah ça, il pourra évidemment. Vous savez, ça me rappelle le patron d'Airbus qui s'était retrouvé chez le précédent patron d'Airbus, Fabrice Breger, qui s'était retrouvé chez Palantir. Gros client Airbus, Palantir, qui s'était retrouvé. Et pour terminer juste, ça serait un clin d'œil de l'histoire que AWS réussisse là où le programme, il y a, je ne sais plus, il y a 5-6 ans ou 7 ans ou peut-être même 10 ans, il y avait un programme de cloud souverain franco-allemand qui n'a jamais vu le jour. Qui s'appelait, oh là là. Qui s'appelait, oui, oh là là. T'avais Gaia X, mais c'était plutôt une sorte de gros lobby, mais voilà, c'est plutôt du hobby. C'était un catalogue de services. Non, enfin, voilà, on avait beaucoup parlé de Gaia X. Dernière news, on essaie d'y aller rapidement. Jaguar Land Rover, vous connaissez la marque. Alors, elle appartient aujourd'hui à des Indiens, au groupe Tata, un immense conglomérat indien qui est dans les services informatiques, qui est dans plein de domaines, et donc dans la voiture. Et figurez-vous que depuis le mois d'août, Jaguar Land Rover a plusieurs de ses usines. Alors, ça lui coûte des dizaines de millions de livres sterling. 50 millions de livres par semaine. On est en Grande-Bretagne. Des usines totalement à l'arrêt, des systèmes d'information qui n'ont pas pu redémarrer. On est un mois après cette première attaque. Et on est même arrivé à ce que le gouvernement britannique intervienne en garantissant un prêt de 1,5 milliard de livres pour dire à Jaguar, on vous soutient, vous êtes là. Michel. Déjà, la marque était pas mal en point, avec un virage. Bon, ça, c'était un premier point. D'abord, ça dit qu'une attaque numérique, c'est aussi destructeur qu'une attaque physique, type un incendie. Depuis notre Petya 2017, on le sait. Là, mais ça se chiffre potentiellement en milliards. Deuxième point, c'est que si une entreprise, et c'est le cas là avec Jaguar, se sait sauvée par l'État en cas de cyberattaque, dans quelle mesure elle ne prend pas les dispositions pour se préparer ? Et ça pose une dernière question. Finalement, c'est dans quelle mesure elle n'est pas responsable de ne pas s'être préparée ? Ça, c'est un vrai sujet que les entreprises doivent se poser, une vraie question que les entreprises doivent se poser. Dans quelle mesure les entreprises peuvent être pointé du doigt comme étant responsable de ne pas s'être préparé en justement, c'est ce qu'on essaie de faire beaucoup plus aujourd'hui dans cet univers. Cette faille est catastrophique. C'est-à-dire que, je vais essayer de simplifier, tu as des accès. Quand tu travailles pour une entreprise, tu as des accès au code informatique. Vraiment, je fais très simple. La faille, c'est des gens qui sont partis, dont les accès n'ont pas été révoqués. C'est vraiment le processus, en mauvais français on dit offboarding, mais le processus de départ de l'entreprise. De toute façon, en général, les attaques, ça vient de là ou ça vient des tiers. C'est de fournisseurs de fournisseurs. C'est vraiment dans la négligence de ce que tu dois faire. Et il y a une négligence, c'est ça. Ils n'ont pas de bol parce que le même groupe, c'est Mark et Spencer, ils ont pris une cyberattaque qui leur a coûté 350 millions. Mais il y a cette négligence-là, la faille est catastrophique en termes de juste, et même pas technique, c'est gestion des salariés. Il y a un deuxième truc, c'est que le Financial Times a quand même sorti une info qui est ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance. Et ça me surprend beaucoup parce que les Anglais sont très matures sur le sujet. Moi, quand j'ai des contrats en Angleterre, généralement, on nous demande beaucoup de garanties. Donc, je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière le pas d'assurance cyber, mais manifestement qui ne couvre pas là. Waouh, ça va être compliqué. Enguerrand ? Non, mais ce point non assuré, mais de plus en plus d'entreprises face à un risque climatique ou un risque cyber préfèrent l'auto-assurance. Donc effectivement, ils se retrouvent. Et les coûts ont énormément augmenté. Et les coûts d'assurance ont énormément augmenté. Mais de là, j'imagine qu'aucun responsable, je ne connais pas bien Jaguar Rover, aucun responsable n'avait imaginé être coincé pendant
un mois. Mais normalement, c'est là où il y a une grosse erreur. Je pense que quand même depuis notre Petya 2017, où on a quand même des usines, alors c'est Saint-Gobain, enfin il y en a plusieurs qui ont été, même Renault, je crois, qui n'avaient pas été bloqués par le virus en tant que tel, qui avaient préféré arrêter leur site de production pour redémarrer leur serveur propre et tout ça. Là, ça va un peu plus loin. Et on se dit quand même, dans cet univers où tout le monde est une cible, aujourd'hui, qu'on soit indien ou britannico-indien, français, européen, russe, tout le monde est une cible. C'est quand même assez surprenant, en effet. Et là, je retiens ce que dit Michel. Il y a un point qui est assez étonnant aussi, c'est que normalement, les grands groupes demandent des audits pour pouvoir commercer avec des acteurs comme cela. Même des petites entreprises. Mon entreprise, qui est une petite entreprise, a été auditée pour travailler avec des grands groupes sur les questions cyber. Et la question de l'assurance cyber se pose. C'est très étonnant qu'une entreprise comme celle-là n'ait pas été assurée. Eh bien, messieurs, on va suivre en tout cas cette affaire, voir quand est-ce qu'on pourra tous se faire livrer notre Jaguar. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est ce qui nous inquiète pour Noël. Aurons-nous notre Jaguar ou notre Range Rover pour Noël? Messieurs, merci beaucoup. Clément David d'avoir été avec nous, donc président de Théodo Cloud. Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris. La prochaine version, c'est en février. 10 février. C'est avec les DG de l'agence Brightness. Et Enguerrand Renault, consultant chez Image 7. Merci à tous les trois d'être venus nous rendre visite pour ce débrief. Allez, on enchaîne. Des capteurs intelligents dans les chaussures pour connaître le running, pour connaître le niveau d'usure. Un nouvel entrant dans les tickets resto et puis le Tech Flash. Tout de suite, Léa Benaïm. Là, il se fait plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Vous êtes sur Tech & Co, la quotidienne, sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Le Tech Flash avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. À la une, la Silicon Valley est désormais sous surveillance. Une loi inédite vient d'être promulguée en Californie, berceau de Google, Meta, OpenAI ou encore Anthropic. Elle oblige les entreprises d'IA à rendre public leur protocole de sécurité et signaler tout incident grave dans les 15 jours. Faute de quoi, elle s'expose à des sanctions. Toujours dans l'IA, OpenAI annonce un partenariat avec deux géants de l'e-commerce, Shopify et Etsy. Objectif, permettre aux utilisateurs d'acheter directement sur ChatGPT. Une petite révolution, car jusqu'à maintenant, le chatbot pouvait seulement donner des conseils shopping sans aller jusqu'au bout. De son côté, OpenAI prélèvera une commission sur chaque achat. Et puis on reste dans l'actualité d'OpenAI avec une autre annonce plus surprenante. Le créateur de ChatGPT chercherait à faire créer un concurrent à TikTok. Et oui, même format, un flux vertical et un scroll infini, mais la différence ici, c'est que toutes les vidéos seraient entièrement générées par intelligence artificielle, avec au cœur un algorithme de recommandation inspiré de la recette gagnante du réseau social chinois. Le projet est pour le moment en test, en interne. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Également, dans l'actualité, Daniel Ek, le fondateur de Spotify, va quitter son poste de PDG, mais pas l'entreprise. Il va devenir président exécutif à partir de janvier. La direction opérationnelle sera confiée à un duo avec l'actuel directeur commercial et le directeur de la technologie. Et enfin, un anniversaire. PlayStation fête ses 30 ans en Europe. La première console de Sony est arrivée le 29 septembre 1995. Un projet initialement lancé avec Nintendo, mais qui s'était finalement retiré. Sony avait alors fait cavalier seul, un pari gagnant, puisqu'avec 100 millions de ventes pour cette première génération, elle est ainsi devenue la 6e console la plus vendue au monde. Et pour finir, direction le salon automobile de Lyon, qui s'est tenu le week-end dernier. Julien Bonnet était sur place pour décrypter les tendances de cette nouvelle édition, une émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et on écoute ensemble un extrait. En effet, en 2023, c'était à peu près 77 000 visiteurs qui s'étaient réunis ici au Palais Eurexpo de Lyon, un chiffre en hausse de 17% par rapport à l'édition précédente. La force de ce salon, si on compare avec le Mondial de l'Auto à Paris, c'est d'attirer finalement aujourd'hui quasiment toutes les marques automobiles, le tout dans un espace un petit peu plus à taille humaine, ce qui permet comme ça d'observer les principales nouveautés des différentes marques, voire des modèles de très grand prestige.
On retrouve bien sûr les principales marques françaises, à commencer par Renault qui est venu avec les dernières R5, R4, Scénic ou encore Symbiose, mais par contre pas de nouvelles Clio au programme. Les marques du groupe Stellantis sont aussi en rendez-vous. On a un énorme stand Peugeot, mais également Citroën, Opel ou encore Fiat. Chez Citroën d'ailleurs, on pourra observer une des principales nouveautés attendues en cette fin d'année, le nouveau Citroën C5 Aircross, un véhicule très attendu et en plus made in France puisqu'il est produit à l'usine de Rennes. Voilà, donc à suivre évidemment sur la chaîne YouTube et Tech & Co en route pour demain. Allez, on va tout de suite retrouver nos invités. On va parler de capteurs intelligents. Où ça? Dans vos chaussures de running. C'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Voilà, si vous courez, on vous dit que la norme veut que tous les 400-600 km, on ait à changer ses chaussures de running. Alors c'est bien, mais si vous courez régulièrement et que les 600 km, ça vient vite, les paires de chaussures, ça coûte cher. Et donc, bien souvent, est-ce que ces chaussures sont vraiment usées? C'est un peu comme les changements de pneus, on en parlera. Et on va en savoir plus avec nos deux invités. David Dupont, vice-président de l'activité polyamide de spécialité chez Arkema. Bonsoir. Bonsoir. David, merci d'être avec nous. On rappelle, Arkema, c'est un grand leader de la chimie, dans les matériaux de spécialité, de revêtement, des solutions adhésives. Voilà, il y a plein d'innovations. Vous utilisez certainement produit Arkema à un moment dans votre journée, sur les post-it, les chaussures, les casques de moto. Et avec nous également Nicolas Baratolo, cofondateur et CTO de Movementa. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas, merci d'être avec nous. Vous êtes dans les objets connectés pour l'industrie du sport. Et justement, ce capteur solo avec 2 ailes dans les chaussures de running, elle vous est venue d'où cette idée de mettre un capteur? Parce qu'au début, on se dit ça va être pour calculer sa vitesse et tout ça. Les montres, elles le font déjà. Donc, mais vous avez trouvé un autre usage. Exactement, tout à fait. Elle vient du besoin d'un de mes associés, qui est un grand coureur, marathonien, qui fait des Ironman de façon assez régulière, et qui s'est retrouvé à LBS au cours d'une formation donc à LBS et la London Business School. Oui. Et il a rencontré donc mon deuxième associé et surtout Joe Foster, qui est le fondateur de Reebok, la marque de chaussures de running. Et donc Ophir, qui s'est plutôt blessé au cours de ses expériences différentes de running, etc. Au fil du temps, il s'est blessé, il se disait c'est pas possible, il faut qu'on trouve un moyen de qualifier la performance réelle de la chaussure restante afin de la changer avant de se blesser, avant de... parce qu'aujourd'hui, pour des running qui courent régulièrement, c'est soit on voit un petit peu d'usure, soit on estime qu'on l'a depuis suffisamment longtemps, mais il n'y a pas un petit indicateur comme sur les pneus, une petite marque qui va disparaître. Absolument, absolument. D'ailleurs, souvent on se réfère, comme on peut, à l'usure extérieure de la chaussure, à l'usure des... Alors qu'à l'intérieur, en fait, exactement, c'est la semelle interne, c'est l'épaisseur de la semelle qui compte dans la qualité de l'amorti. Et donc, vous avez glissé un capteur dans ce caoutchouc. Tout à fait. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Ah bah voilà, donc vous nous le montrez. Donc, on dirait une pièce un peu plus gros qu'une pièce de 2 €, beaucoup plus fin, évidemment. Exactement. C'est un capteur qui est extrêmement fin, qui est très très léger. Il pèse 1,5 g. Il est sans batterie. On n'est pas obligé de recharger sa chaussure, rassurez-moi. Exactement. Et c'est du coup sans batterie. C'est ça qui est important. Donc, du coup, c'est un capteur qui est très facile à intégrer en production de la chaussure et qui permet de mesurer en instantané l'épaisseur de semelle. Et donc, je vais récupérer comment ces données? J'aurai une appli sur mon mobile qui va me dire, voilà, là pour l'instant ça va. Exactement. Il y a niveau degré d'usure. Exactement. Il y a plusieurs formats. Soit vous utilisez l'application du fabricant de la chaussure, soit vous utilisez une application tierce ou l'application Movementa. Et là, c'est la première fois qu'on voit ce type d'outil. Alors évidemment, mais même dans les sports automobiles, ils n'ont pas de capteur comme ça dans les pneus. Comment ça se passe pour eux? Alors, pour les sports automobiles, je vous avoue que je ne sais pas. Ouais. Par contre, il y a bel et bien des capteurs qui existent dans les domaines sportifs, on va dire, mais ce n'est pas du tout la même philosophie dans le sens où généralement, ce sont des capteurs qui vont plutôt qualifier la performance du coureur, la performance du sportif de façon générale, et non pas la performance de l'équipement. Et c'est en ça qu'on se différencie. Et qu'on n'est pas du coup en concurrence avec des smartwatches par exemple ou votre... Et du coup avec Reebok, je rebondis juste là-dessus, ça a démarré, il y a déjà des marques qui se sont engagées avec ces capteurs? Oui, malheureusement je ne peux pas vous les dire, vous les donner ce soir, mais oui on fonctionne... Mais on imagine que il y a quelques grandes marques de chaussures de running et elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais voilà, vous les ciblez. Alors exactement. Que vient faire Arkema dans tout ce protocole David? C'est une bonne question. Donc, Movementa nous a contactés il y a un peu plus d'1 an via notre programme Startup Connect, qui est une façon d'Arkema de se rapprocher de startups avec des technos innovantes.
en particulier dans les matériaux avancés. Et donc, sachant que vous travaillez déjà les chaussures de ski, chaussures de running, enfin voilà, vous travaillez dans tout un tas d'univers, mais il y a cet aspect de chaussures, en tout cas, que l'on connaît chez Arkema. Exactement. Et donc, on s'est tout de suite dit, en rencontrant Movmenta, qu'il y avait une belle complémentarité avec notre activité dans le sport. Donc, Arkema produit des matériaux innovants pour les chaussures de running qui permettent un meilleur rebond aux athlètes et donc de faire des meilleurs temps, par exemple, sur des marathons. Et on s'est dit, si en plus on peut rajouter de l'intelligence dans la chaussure, on peut encore améliorer les matériaux, encore améliorer l'expérience pour les coureurs. Oui, parce que c'est ça le but. Alors évidemment, pour un coureur, c'est de se dire, tiens, je vais encore courir encore un peu avec cette chaussure parce qu'elle n'est pas complètement usée, j'aurai cet indicateur-là. Mais j'imagine que pour vous, c'est de créer des matériaux, de se dire, peut-être que dans quelques années, c'est plus 600 km, c'est 1200 km que l'on pourra faire avec sa chaussure. Exactement. Donc c'est pousser la limite sur la durabilité, pousser la limite sur la performance. Et même, comme le coureur saura quand sa chaussure est fin de vie, ça pourra aussi le guider vers une solution de fin de vie, donc pour la faire recycler. Ce qui est également un axe important dans le développement d'Arkema, de faire en sorte que les matériaux qu'on met à disposition des gens soient recyclés en fin de vie. Alors, derrière cela, Nicolas Baratolo de Movmenta, donc, avec ces marques dont vous ne pouvez pas encore citer les noms, ça veut dire que vous rentrez dans leur supply chain, vous rentrez dans leur processus de création, parce que j'imagine que ce n'est pas au dernier moment, on vient glisser ça sous la semelle intérieure de la chaussure, c'est vraiment intégré au caoutchouc de la... Absolument, c'est intégré lors de l'assemblage de la chaussure exactement. Donc ça vient entre les différentes couches qui constituent la semelle et le haut de la chaussure en fait. Donc on vient en tant que fournisseur de la marque en question et pas en tant que fournisseur du client final. Et alors je rebondis sur quelque chose que vous avez dit qui est important, c'est le côté capteur qui soit sans batterie, passif. Ça c'est une sacrée, il y a une performance. Comment vous avez réussi un peu à relever ce défi? Alors, en fait, on s'appuie sur donc on a développé en interne une architecture technologique, on va dire, qui est capable d'interfacer plusieurs capteurs, plusieurs différentes façons d'interagir avec l'équipement afin de s'adapter au cas d'usage. L'objectif, c'était de proposer au grand public, donc avec des moyens qui sont grand public, notamment les smartphones. Oui, le but, c'est de ne pas avoir ces capteurs uniquement pour les chaussures des grands coureurs. À terme, il y a énormément de... Et quand on commence, je pense que tout le monde autour de soi voit que tout le monde court aujourd'hui, donc le marché est assez immense. Il l'est. Je crois pas me tromper en disant qu'en 2028, le marché du running des paires de chaussures est estimé à 300 millions de paires de running, juste de paires de running. Essayez de vous inscrire à Paris à une course, vous allez comprendre vite que Il me semble, oui. Ouais. Ça part aussi vite que certaines places de concerts de grandes stars. Là, vous l'intégrez à un élastomère qui s'appelle Pebax, c'est ça? Donc ça veut dire qu'il faut enfin, c'est pour les chaussures, c'est dédié aux chaussures de sport. Dites-nous un petit peu, David Dupont. Tout à fait. Donc effectivement, on fabrique un matériel qui est le Pebax, qui est un matériel avec un excellent rebond et donc très populaire dans les chaussures de running, qui est plutôt utilisé dans les modèles haut de gamme. Donc on pense qu'au début, le capteur naturellement commencera dans ce type de modèle. Et c'est ce qu'on va essayer avec Movmenta, c'est de le qualifier dans ce type de chaussures pour ensuite, petit à petit, aller vers des modèles avec une plus grande consommation, des plus grands modèles, une fois que la techno sera mieux connue et mieux adoptée par les coureurs. Là, a priori, si on veut une chaussure commercialisée avec ce capteur, il faudra attendre quel... Pas si longtemps que ça. Il y a un lancement pour l'été 2026 avec une marque dont je ne dévoilerai pas le nom. Donc, on a compris. Mais voilà, oui, on n'est pas parti dans le... Enfin voilà, dans 6 à 8 mois, on pourra... des amateurs pourront commencer à utiliser ce genre de choses. Et j'imagine que ce n'est pas une exclusivité avec une marque. Ensuite, le but est que toutes les autres marques puissent en bénéficier. Ça rentre dans le cadre ça rentre dans vos négociations. Je ne peux pas vous dévoiler. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout cela, donc des capteurs intelligents dans les chaussures de running. Et pour ceux qui courent, ils savent combien c'est important, parce que ça fait un sacré budget à la fin de l'année, hein. Je vous garantis. David Dupont, vice-président de l'activité polyamide de spécialité chez Arkema. D'ailleurs, je le dis, il y a un laboratoire de décès de tout ce qu'on veut chez Arkema. Le nouveau siège est à la Défense. À la Défense, voilà. Et avec quelqu'un qui est à sa tête et quelqu'un d'absolument incroyable qui vous passionne pour la chimie, qui vous passionne pour tous ces éléments-là. Et merci à Nicolas Baratolo, cofondateur et CTO de Movmenta. On suivra évidemment vos chaussures, on vous suivra à la trace, c'est le cas de le dire. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette innovation. Et tout de suite, on retrouve la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com.
Voilà, chronique-techenco.com, pardon, avec Kesso Diallo. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Alors on va parler, là on vient parler des chaussures, de sport, et là on va parler de, vous savez ces petites bagues là, alors c'est le Samsung Ring je crois. Eh bien figurez-vous qu'un utilisateur a failli perdre un doigt, c'est ça? C'est ça, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler des bagues connectées, surtout celles de Samsung. Et en fait il y a eu un incident dont Samsung se serait bien passé. Tout s'est déroulé hier lorsqu'un utilisateur, Daniel Rotard, qui est un youtubeur qui teste des produits tech, il s'apprêtait à embarquer dans un avion. Et à ce moment-là, la batterie de sa Galaxy Ring a commencé à gonfler. Donc Galaxy Ring, c'est cet anneau qu'on a et qui nous donne tout un tas d'éléments sur la santé, l'activité physique. Voilà. Le problème, c'est que la batterie a tellement gonflé qu'il ne pouvait plus la retirer. Donc évidemment, on lui a interdit de monter à bord de l'avion et il a dû se rendre aux urgences, là où les médecins ils ont quand même dû utiliser de la glace et une sorte de lubrifiant médical pour la retirer sans la couper. Oui, et puis on a déjà connu, Samsung a déjà connu des problèmes de batterie à une époque, parce qu'on demandait aux gens d'éteindre leur téléphone, voire même de ne pas monter dans l'avion avec ce type de téléphone. Est-ce qu'on sait pourquoi là, dans ce cas précis, la batterie a chauffé? Alors pas encore. Samsung a contacté le youtubeur pour récupérer la bague afin de mener des analyses. Mais en attendant, le youtubeur a quand même donné des éléments importants sur la batterie. Déjà, il porte la Galaxy Ring depuis janvier 2025, mais ça fait plusieurs mois qu'il avait constaté des problèmes d'autonomie. Déjà, Samsung, on rappelle, promettait quand même jusqu'à 7 jours d'autonomie. Or, lui, sa bague, elle tenait à peine plus d'un jour et demi. En plus, parfois, il est obligé de la charger pendant 2 jours, rien que pour pouvoir l'allumer. Et d'ailleurs, lorsque la batterie elle a commencé à gonfler, la Galaxy Ring n'était même pas allumée. Donc, ça aurait pu être encore plus grave si elle était allumée. Si elle était en vol, ça aurait été dramatique. Exactement, oui. Il faut aussi savoir que ce n'est pas le seul à avoir eu des problèmes d'autonomie avec la Galaxy Ring. Il y en a plusieurs des utilisateurs sur Reddit qui en parlent. Et c'est quand même une affaire qui ne va pas arranger Samsung. Surtout que, comme tu l'as dit, ça fait penser à des précédents comme ce qui s'est passé avec les Galaxy Note 7 qui avaient explosé à cause d'un défaut, au niveau de la batterie. Merci Kesso Diallo. On va suivre ça en tout cas. Puis vous savez comment on est en train de chercher quel sera le futur du smartphone. On va pas la bague connectée en tout cas. La bague connectée. Merci Kesso Diallo. Tous ces articles on peut les retrouver évidemment avec la rédaction de Tech & Co sur le site techenco.com et bien entendu sur BFM Business. Allez, on va parler ticket restaurant avec beaucoup de tech évidemment. C'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Chaque jour, en France, c'est 6 millions de personnes qui utilisent des tickets restaurants. Alors, vous en avez peut-être, vous l'utilisez peut-être. Alors, on oublie sa carte, et puis tout d'un coup, on dépasse le montant. Il faut payer en 2 fois. Enfin, il y a beaucoup de problèmes autour de tout cela. Et c'est vrai que les acteurs, alors, on a déjà un peu bougé. On n'est plus au ticket papier, on est passé à la carte, mais il y a quand même beaucoup de choses encore à faire. Et c'est de cette idée qu'est parti Arnaud Martenard. Bonsoir. Bonsoir. Arnaud, merci d'être avec nous. Vous êtes président cofondateur d'Olenby. Et vous avez lancé donc Olenby avec 2 E à la fin, là, pour ceux qui vous recherchent. Et vous avez lancé un ticket restaurant en rupture avec ce qui se fait. Racontez-nous. Absolument. L'idée, c'était de lancer effectivement une nouvelle solution plus simple, plus vertueuse, plus juste aussi, puisqu'il y a quand même un certain nombre de problèmes sur ce marché. Et l'idée de base, c'était tout simplement d'essayer de supprimer l'ensemble des irritants du système. Aujourd'hui, il y en a quand même un certain nombre. Et donc, tout simplement, on a connecté le titre restaurant à la carte bancaire du salarié. Voilà, ce qui fait qu'en fait, il a directement le support dans sa poche, dans son portefeuille. Donc on a pu avoir une deuxième carte avec souvent un autre code et tout ça. Et alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un accord donc vous avez passé avec les banques? Alors on sait qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle l'open banking, donc on peut récupérer les données beaucoup plus facilement. Très concrètement, comment est-ce que ça marche avec seulement certains établissements bancaires? Enfin, racontez-nous. Alors on utilise effectivement cette nouvelle technologie qui est l'open banking, qui permet de récupérer les intitulés des transactions bancaires des comptes individuels. C'est très utilisé aujourd'hui dans tout ce qui est paiement fragmenté, donc qui concerne à peu près 67% de la population française aujourd'hui, donc c'est quand même assez répandu. Et on a exploité tout simplement ces intitulés de transactions. On a développé des couches et des algorithmes supportés par de l'IA assez puissantes pour pouvoir identifier le commerçant qui est derrière chaque transaction. Le commerçant et à la fois le produit, parce qu'on sait qu'avec les tickets, on en parle suffisamment en ce moment avec l'histoire de pouvoir d'achat, que le ticket restaurant, en plus papier mais en carte, on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas prendre d'alcool, on ne peut pas prendre certains produits. Et là, vous êtes capable, vous, d'identifier ça, c'est ça? Alors, on ne descend pas jusqu'au niveau du produit, ce qu'on ne peut pas non plus faire avec une carte restaurant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des supermarchés qui font de l'identification de produits, mais encore une fois, c'est une charte, ce n'est pas la réglementation, c'est une charte qui a été imposée par un groupement de concurrents, on va dire.
Voilà, un petit peu pour calmer les restaurateurs à l'époque où ils ont intégré dans les réseaux la grande distribution. Néanmoins, nous, on fonctionne sur un autre principe. Oui, parce qu'au départ, c'était uniquement dans les restaurants. Puis peu à peu, on a commencé à dire, oui, on peut aller acheter sa petite baguette. Il y a le problème de pouvoir d'achat aujourd'hui qui est assez présent, le fait que les gens ne déjeunent plus forcément au restaurant tous les jours. Ça coûte de plus en plus cher. Et donc, l'objectif, c'était effectivement d'étendre le réseau à l'achat de produits de base pour pouvoir préparer son repas. Et alors, vous êtes même allé plus loin, Arnaud Martenal, avec All&B. Vous avez signé avec Deliveroo, hein, c'est ça? Alors, exactement. Racontez-nous un peu l'origine de ce partenariat. Absolument. On a commencé il y a très peu de temps, donc on a commencé à commercialiser au mois de mai. On rencontre. Vous êtes tous des anciens de Sodexo, c'est ça? Absolument, nous sommes 4 anciens fondateurs. Vous étiez quand même bien dans le circuit depuis un bon moment, vous aviez vu un peu les irritants de tout ça. On a une certaine expertise et effectivement on a travaillé à la base sur les irritants. Un des irritants, c'était effectivement sur les plateformes de mise en relation, comme Deliveroo. Et donc on a approché Deliveroo pour discuter avec eux, leur expliquer la simplicité du système, puisqu'aujourd'hui un bénéficiaire de titre restaurant All&B va payer directement avec sa carte bancaire. Donc c'est ce qui se passe tous les jours pour des millions de consommateurs sur la plateforme Deliveroo. Et j'imagine que ça a été plutôt bien accueilli par les clients. En fait, ils ont bien évidemment regardé comment fonctionnait la solution et on voit bien la disparition de tous les irritants et notamment celui de je prépare ma commande, j'arrive au moment de payer et là je m'aperçois que soit le commerçant n'accepte pas les titres restaurants, soit je dois compléter avec ma carte bancaire, donc ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Et en fait, Deliveroo, en signant ce partenariat avec nous, va être la première plateforme qui va proposer une solution sans irritant, une expérience client qui va vraiment être, on va dire, simplifiée. Et en plus de ça, pour les 35 000 marchands, restaurants, commerçants de la plateforme, aucune opération. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand vous parlez des irritants, il y a les irritants côté utilisateur, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, on ne peut pas tout payer, il faut payer en 2 fois, on a dépassé le plafond, etc. Mais il y a les irritants côté commerçant qui ne pouvaient pas accepter tous les achats, ensuite devaient se faire rembourser, enfin il y avait tout un circuit. Et donc vous, grâce à votre technologie et la technologie de All&B, vous fluidifiez à la fois ces parcours clients et ce parcours aussi commerçant. On s'est fortement concentré sur les commerçants parce que depuis la création du système, c'est un peu le parent pauvre du système en lui-même. Oui. Ils ont des délais de remboursement qui sont extrêmement longs, des taux de commission appliqués par les émetteurs qui sont extrêmement élevés. Nous, on a essayé de simplifier tout simplement en leur apportant un moyen de paiement qui existe déjà, la carte bancaire. Donc, c'est tout simplement un paiement en carte bancaire. Nous, on va gérer effectivement toute la partie d'identification des transactions et on va rembourser le bénéficiaire, donc le salarié. Et donc, tout simplement, le restaurateur, pour lui, c'est un paiement classique. Bien évidemment, dans la mesure où il n'a plus rien à faire, qu'il n'a plus de délai de paiement, qu'on va prendre des commissions qui sont largement inférieures à ce qui est pratiqué aujourd'hui sur le marché, puisqu'on a un nouveau modèle qu'on applique, eh bien, la contrepartie, c'est qu'effectivement, on va signer un contrat avec eux pour pouvoir aussi nous vivre et leur donner un certain nombre d'informations sur la consommation qui est réalisée. Là, aujourd'hui, de ce que vous racontez, je comprends un peu mieux. J'avais lu un article où vous parlez... Alors, bousculer un cartel, c'est peut-être un peu fort, parce que c'est quand même pas la mafia, les Edenred, Upcop, enfin, tous ces gens, et c'est quand même... Bon, ça permet à tous les salariés quand même d'avoir un modèle un peu plus simple pour déjeuner à midi. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez vraiment être concurrent de tous ces modèles-là, ou est-ce que en marque blanche, vous pourriez leur proposer d'utiliser ce type de service, où vraiment l'idée c'est nous on vient d'ouvrir un nouveau couloir de nage et on va foncer et arriver premier. Et on espère arriver premier. L'objectif, c'est une offre d'avantages salariés. Donc on démarre effectivement avec le type de restaurant. On embarque des sociétés comme Deliveroo, comme tous les marchands en fait, qui vont tout simplement constituer le réseau. Mais bien évidemment, dans nos plans, on a l'intention de développer d'autres services comme les titres cadeaux. Oui, j'imagine les chèques cadeaux, le cashback, enfin, il y a pas mal de Alors absolument, donc on a la partie service qui va être donc, le cadeau, les subventions vacances, télétravail, CESU et autres. Ah, et donc vous venez carrément jouer maintenant, on parle de ce service-là, mais la plateforme, comment dirais-je, des avantages salariés, voilà, je cherchais un peu le terme. Absolument, c'est parce qu'en fait, quand on identifie une transaction, on identifie toutes les transactions. Oui. C'est-à-dire que si c'est un commerçant dans la restauration, on va pouvoir le rattacher à un paiement titre restaurant s'il est éligible. Mais si par exemple on est sur du titre cadeau, on va se retrouver effectivement sur un autre type de réseau de retail qui sera lié au cadeau. Et donc tout simplement par identification, on pourra rembourser ce qui sera clairement attribué à chaque type de subvention.
De ce que l'on comprend, Arnaud Martenat, donc vous avez le produit est bien prêt, vous avez des utilisateurs, etc. Comment convaincre? Parce que maintenant, le but, c'est de convaincre les entreprises de dire, écoutez, mettez voilà, quelques noms que j'ai cités de côté et passez par nous. Ça va être ça votre challenge aujourd'hui? On apporte un certain nombre d'avantages. Les grandes entreprises sont pratiquement toutes équipées. Oui, une grande partie du marché est équipée, même s'il reste encore beaucoup de potentiel en France. Nous, on a des ambitions qui sont à la hauteur de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vient de démarrer. On démarre effectivement sur les TPE et les PME. D'accord. On a eu la très bonne surprise d'avoir pas mal de demandes de grands groupes, donc on est effectivement sur des appels d'offres. C'est des contrats qui se signent combien de temps en général quand on... Alors sur de la TPE, on va être sur du contrat, c'est quasiment du bon de commande, c'est-à-dire c'est du mois à mois. Par contre, si vous êtes sur une grande entreprise, effectivement, on va être sur le cadre d'un appel d'offres, on va aller de 2 à 3 ans en moyenne. Donc c'est là où vous allez jouer, repérer. On va jouer nos cartes avec nos avantages et notamment le fait que, tout simplement, il n'y a plus de production de papier ni de plastique, il n'y a pas de transport. Donc déjà, on apporte un alignement un petit peu plus RSE pour les entreprises, parce que les cartes restaurants, elles ne sont pas livrées que en camion, pour être très clair. C'est déjà pas terrible. Ensuite, il y a une mise en place qui est beaucoup plus simple, puisque le salarié a le support, entre guillemets, déjà dans sa poche. Donc, il n'y a pas besoin de le distribuer, il n'y a pas besoin de l'activer. Il n'y a aucune intégration technique, il n'y a rien à faire. Et puis, en général, la carte bancaire, alors, on pourra l'avoir, évidemment, si c'est sur la carte bancaire, on peut l'avoir, bien entendu, une fois qu'on a mis sur un téléphone. D'un point de vue financement, vous en êtes où? On a démarré donc, cette année avec une levée de 2 millions d'euros. Voilà, ce qui nous permet effectivement... parce que lancé en mai dernier, je ne sais pas si on l'a dit, mais... Alors commercialement, on l'a lancé en mai, mais on a lancé la société en septembre 2024, parce qu'on a eu pas mal d'activités de recherche et développement, notamment sur les algorithmes d'identification pour les transactions. Et aujourd'hui, on démarre notre tour de levée pour 4 à 5 millions d'euros. Et juste un dernier mot, là c'est ma méconnaissance un peu de ce secteur. Au niveau international, il y a beaucoup de... Enfin, ces cartes-là sont très présentes. Il y a des belles opportunités, absolument. Une des conditions, effectivement, c'est... l'accès à l'open banking, mais qui commence à être de plus en plus répandu et qui est déjà présent sur les marchés essentiels du titre restaurant notamment, voire d'autres marchés. Eh bien Arnaud Martenat, merci d'être venu nous parler, président et cofondateur d'Olenby, avec 2 E à la fin, voilà le futur du ticket restaurant. On se souviendra peut-être dans 2 ans, 3 ans, quand on aura notre carte Olenby sur notre téléphone, que l'on vous a reçu ici à Tech & Co. Merci de nous avoir fait le plaisir de passer sur ce plateau. Tech & Co, la quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Évidemment, on retrouve demain. Tiens, demain, on retrouve François Sorel qui sera de retour sur ce plateau. Moi, je ne serai pas trop loin, je crois, pour ce nouveau débrief. D'ici là, vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur les plateformes, sur YouTube, sur les replays, bien entendu sur le site et les podcasts. Excellente soirée sur BFM Business. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.